Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire de la loge P2. Dans les années 70, en Italie, un homme, Licio Gelli, prend la tête d'une loge maçonnique regroupant les personnes les plus influentes du pays. En quelques années, il réussit quasiment à créer un État dans l'État. Cette loge P2, pour Propaganda Due, dépendait du Grand Orient d'Italie, la plus ancienne obédience maçonnique du pays. En 1976, le siège de l'organisation suspend la P2 qui enfreint les règles de la franc-maçonnerie. Devenue secrète et donc illégale, la loge laisse planer son ombre dans de nombreuses affaires qui secouent la société italienne des années 70. La mort de Jean-Paul Ier, la faillite de la banque Ambrosiano, l'attentat de la gare de Bologne ou encore l'assassinat d'Aldo Moro. Dans cette période dite des années de plomb, la loge P2 joue un rôle actif dans ce qu'on a appelé la stratégie de la tension, qui visait à encourager la violence politique d'extrême droite et d'extrême gauche afin de faire émerger un État autoritaire. Mais l'histoire de cette loge P2, c'est aussi l'histoire d'un homme qui se considérait comme le grand architecte, en quelque sorte, du système, Licio Gelli. À travers son parcours, nous allons revisiter une grande partie du XXe siècle. De la guerre d'Espagne à l'arrivée de Berlusconi à la tête de l'Italie, en passant par la guerre froide, Licio Gelli a laissé son empreinte sulfureuse. Notre invité aujourd'hui, Francesco Giorgini, journaliste italien, correspondant à Paris pour Radio Popolare. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'histoire de la loge P2 est une machine à fantasmes, une vraie mine d'or pour les complotistes, mais aussi pour les scénaristes. Francis Coppola va d'ailleurs s'en inspirer pour clore sa trilogie du Parrain. Le troisième volet, sorti en 90, est l'épilogue de la saga familiale des Corleone, une famille mafieuse italo-américaine. Les deux premiers films, sortis en 72 et 74, avaient reçu à eux deux pas moins de 9 Oscars, remportant à chaque fois celui du meilleur film. Ce troisième et dernier épisode, on retrouve le parrain, Michael Corleone, joué par Al Pacino, qui souhaite quitter la sphère mafieuse pour rejoindre le monde de la légalité. Il va pourtant se heurter à un monde encore plus puissant et plus cruel que la mafia. Oui, il va découvrir les manœuvres obscures d'un politicien italien corrompu, allié à des prélats magouilleurs du Vatican. Dans les colonnes du Monde du 29 mars 91, ce parallèle justement est établi entre le destin du parrain, Michael Corleone, et celui de Francis Coppola. L'un et l'autre ont essayé de changer leur monde. Celui du crime, celui du cinéma. Et la machine les a rattrapés, écrasés. Nul besoin d'être médium pour voir Hollywood sous la Rome pontificale et politicarde telle que Coppola la filme. Pour rapprocher l'homme vieillissant qui tente en vain d'échapper à son univers de violence et de trafic. Du cinéaste quinquagénaire que l'industrie aura, procès fleuve à l'appui, contraint à tourner ce film qu'il ne voulait pas faire. Oui, malgré toutes les sollicitations de Paramount pendant une quinzaine d'années, Coppola refusera toujours de tourner la suite de la saga qu'il estimait en fait complète. Et pas question de céder pour des raisons financières. Pourtant, pressé par le studio, le film est écrit, tourné et monté, et tout cela en moins de 18 mois, un temps record pour un résultat jugé moins abouti que les deux premiers volets. Par son scénario, le Parrain 3 pose la question essentielle du pouvoir et des rapports de force. Dans le film, en effet, Michael Corleone tente de racheter des parts d'une filiale immobilière du Vatican pour assainir son business et arrêter les méthodes mafieuses. Vincent, joué par Andy Garcia, vient lui apprendre qu'il est en train de se faire arnaquer, et pas seulement. Tu n'es pas une mauvaise nouvelle? Dis-moi ça tout de suite. C'est pas qu'une mauvaise affaire financière. Ces types sont débouchés. Quel type? Lucchesi. C'est lui qui les boive tous. Altobello, l'archevêque. D'autres, plus haut placés, mais loge P2 peut-être. En secret incognito. Il dirige tout. Dans cette scène, la loge P2 est mentionnée par Vincent. Il dirige tout, dit-il. Et Corleone se sent démuni. La loge est plus puissante que le plus grand des mafieux américains. Même le nouveau pape est en danger, ajoute Corleone, faisant référence directe à l'histoire du pape Jean-Paul Ier, retrouvé mort dans son lit après seulement 33 jours de pontificat. C'était en 1978.
Le film reprend la thèse de l'empoisonnement qui circule encore aujourd'hui, car le corps du souverain pontife n'a jamais été autopsié. Après le pape, Coppola met en scène un deuxième personnage tiré de la réalité, un certain Don Lucchesi, un homme politique qui tire toutes les ficelles. Le cinéaste s'est inspiré de deux hommes, Giulio Andreotti, dit Belzébuth, l'un des hommes politiques italiens les plus importants du XXe siècle, dirigeant historique de la démocratie chrétienne, soupçonné par ailleurs d'entretenir des liens étroits avec la mafia. Tout est dans tout, parfois, en Italie. La seconde source d'inspiration, c'est Licio Gelli, dit Belfegor, le vénérable de la loge P2. C'est l'homme dont nous allons vous raconter l'histoire. Je suis né sous le fascisme. J'ai étudié sous le fascisme. Je me suis battu pour le fascisme. Je suis fasciste et je mourrai fasciste. Comme ça, c'est clair. Dans cette déclaration qui remonte à 2008, Licio Gelli, alors âgé de 89 ans, assume l'engagement de toute une vie. Militant engagé, fervent admirateur de Mussolini dès l'adolescence, il s'engage comme volontaire pendant la guerre d'Espagne pour combattre les républicains aux côtés de Franco. Âgé de 17 ans, il falsifie ses papiers d'identité pour aller en découdre. Combattant plus que motivé, probablement exalté, il est décoré par le Caudillo. Après la guerre, encore la guerre, cette fois du côté de l'Italie fasciste de Mussolini. Il est envoyé dans le port de Cattaro, au Monténégro. Et c'est là qu'il apprend les méthodes du renseignement et de la manipulation. Pendant cette période qu'il sert aux premières loges d'un hold-up hors norme, celui de la Banque nationale de Yougoslavie par les fascistes italiens. Plus de 80 tonnes d'or. Seulement la moitié du butin sera restitué aux Yougoslaves après la guerre. Gelli aurait constitué un dossier de renseignement sur ce hold-up. Un dossier à monnayer pour faire chanter. C'est le début de la méthode Gelli, se servir des renseignements pour s'enrichir et obtenir du pouvoir. 1943, il refuse l'armistice et rallie la République de Salo, État fasciste éphémère dirigé par Mussolini sous la tutelle de l'Allemagne nazie. Licio Gelli devient un officier de liaison de la Wehrmacht et un informateur zélé. Il va dénoncer aux Allemands des dizaines de partisans, les résistants italiens. Car il sent le vent du boulet. Alors, comme sa sœur est communiste, il noue des contacts avec les partisans. Duplicité en bandoulière, il aide à faire évader certains résistants emprisonnés par des SS. Et quelques heures après, il dénonce aux nazis ceux qui ont participé à l'évasion. Gelli n'a aucun scrupule. Et sa méthode préférée est le double jeu. Il est libéré après avoir donné de nombreux noms d'anciens camarades de la République de Salo. Gelli, le fasciste, n'a aucune conviction, comme l'explique le journaliste Gianfranco Piazzezzi dans le documentaire Licio Gelli, le grand marionnettiste. Subito dopo il Partito Comunista, che allora era la stessa. Immédiatement après, le Parti communiste italien, qui à l'époque était rigoureusement aligné sur le Parti communiste soviétique, nous sommes en 1945, le prie de continuer à informer les services secrets de l'Est sur ce qui se passe dans les milieux d'extrême droite. Et lui, il poursuit cette activité au moins jusqu'au milieu des années 50. Gelli, toute sa vie, a toujours joué sur deux tableaux. D'abord, il a été fasciste et communiste, ensuite communiste et démocrate chrétien, et enfin démocrate chrétien et franc-maçon. Dans ce nouveau contexte de guerre froide et conforme à son tempérament, Licio Gelli joue les deux camps, soviétiques et américains. Implanté notamment en Roumanie grâce à son entreprise de textile, Gelli aurait travaillé plusieurs années comme agent de l'Est. À l'époque, l'Italie, frontalière de la Yougoslavie communiste et du rideau de fer, est un pays surveillé très près, à la fois par les Russes et par les Américains, ces derniers redoutant une invasion soviétique en Europe. Washington met d'ailleurs en place, par le biais de la CIA, un réseau d'agents baptisé Stay Behind. Comme son nom l'indique, il s'agit de rester derrière. Ce réseau vise à constituer des armées secrètes formées au combat, prêtes à sortir de l'ombre en cas d'invasion ou de prise de pouvoir par les communistes. On retrouve des cellules dormantes dans toute l'Europe, de la France à la Turquie, du Danemark à l'Italie. Rappelons que dans les années 50 et jusqu'à la fin des années 60 en Italie, les scores électoraux du Parti communiste avoisinent les 25% de voix à chaque scrutin, ce qui en fait le deuxième parti du pays derrière l'indétrônable démocratie chrétienne. Les Américains font donc en sorte que le réseau Stay Behind, qui prendra plus tard le nom de Gladio en Italie, soit prêt à défendre l'Italie face aux communistes.
Et qui retrouve-t-on parmi les chefs du réseau Gladio? L'inévitable Licio Gelli. Il s'en explique dans le documentaire intitulé 1950-1990, le scandale des armées secrètes de l'OTAN. Nous pensions qu'il existait un plan insurrectionnel des communistes en Italie. Abbiamo parlato e preso una decisione. Nous en avons discuté, puis nous avons pris la décision ensemble avec Cossiga, qui est devenu président de la République, de former cette armée secrète anticommuniste. Formazione anticomunista. Elle était composée au départ d'anciens de la Légion Condor et de la République fasciste de Salo. Ils étaient jeunes, connaissaient les armes et étaient résolument acquis à la cause fasciste. En 20 ans, Licio Gelli est devenu un personnage clé de l'Italie, un homme puissant qui est resté dans l'ombre. En 65, il franchit une nouvelle étape sur la route du pouvoir. Il devient franc-maçon. Il intègre le Grand Orient. Très vite, il se voit confier la direction d'une loge appelée Propaganda Due, qui à l'époque est un peu moribonde. Eh bien, Gelli va la revitaliser et développer un vaste réseau regroupant de nombreuses personnalités italiennes. Massimo Teodori, membre de la commission parlementaire qui a enquêté sur la P2, explique comment est né le pouvoir de Licio Gelli. Le pouvoir de Gelli a commencé à la fin des années 60, quand un des chefs des services secrets, M. Allavena, qui était dans une position centrale des services, a amené des dossiers secrets, des dossiers sur milliers de personnes en première position en Italie, qui a porté ça en dot à Gelli comme un instrument de ricatto, de chantage. Fourmillant d'informations sur la vie privée et professionnelle de centaines de personnalités italiennes, Licio Gelli va pouvoir les recruter dans sa loge P2 qui s'écarte de plus en plus des principes de la franc-maçonnerie. Témoignage de Gelli lui-même sur ce point dans le documentaire Le dossier Berlusconi. Je prenais des gens qui occupaient un poste élevé, chef des services secrets, ministre, président de banque, magnat de la presse et de la haute finance, commandants généraux de la garde des finances, des carabiniers. Tous ces gens étaient réunis au sein de la loge maçonnique P2. De recevoir les membres de la loge P2 à Rome, dans la luxueuse suite 127 de l'hôtel Excelsior, l'un des plus prestigieux de la capitale italienne. Cagoule sur la tête, épée à la main et pantalon retroussé jusqu'au mollet, il introduise les nouveaux membres par dizaines. Pour de nombreux hommes d'affaires ou hommes politiques, le mot circule dans tous les couloirs, il faut s'inscrire à la loge. C'est the place to be. En tout cas, un moyen d'accélérer sa carrière et de faciliter ses affaires. Ne se gêne pas. Selon Massimo Teodori, membre de la commission d'enquête sur la loge P2, il était l'organisateur d'un trafic triangulaire entre l'Italie, la Libye de Kadhafi et l'Argentine de Perón. Il s'agissait de ventes illégales d'armes et de pétrole. Cela peut être constitué l'une des sources d'enrichissement de Gelli qui cache au fil des années des kilos d'or et des millions de dollars dans des comptes numérotés en Suisse. Une fortune estimée à 500 millions de dollars. De Gelli a recruté deux banquiers sulfureux, Michele Sindona et Roberto Calvi. Ce sont ces deux hommes qui vont être à la base d'un autre trafic triangulaire, mais cette fois de nature financière. Sindona, en effet, va initier un vaste circuit de blanchiment d'argent entre la mafia italo-américaine et le Vatican. On est en plein dans le scénario du Parrain 3. Par le biais de sa banque appelée l'IOR, l'Institut des œuvres religieuses, le Vatican se lance dans différentes opérations boursières et immobilières. L'IOR est dirigé par l'archevêque Paul Marcinkus, un colosse aux yeux bleus, originaire de Chicago, la ville où régnait Al Capone pendant la Prohibition. On développe leurs opérations frauduleuses en toute impunité, jusqu'à ce que Sindona soit arrêté aux États-Unis à la fin des années 70. Peu de temps après, le pape Paul VI meurt, et c'est Jean-Paul Ier qui lui succède. On dit de lui qu'il veut faire le ménage, notamment au sein de la Banque du Vatican. Et étrangement, ce pape-là meurt après 33 jours de pontificat. Mort naturelle ou empoisonnement. Toutes les théories ont circulé.
Toutes les théories ont circulé, elles n'ont pas fini de courir. Une chose est certaine, l'événement arrange Paul Marcinkus, qui se retrouve avec un successeur, disons, plus malléable, le Polonais Jean-Paul II. L'IOR aurait notamment permis de financer le syndicat polonais Solidarnosc via des sociétés écrans. Sindala en prison, c'est Roberto Calvi qui va reprendre les affaires avec le Vatican par le biais de la banque Ambrosiano, la plus grande banque privée du pays. Cet homme, surnommé le banquier de Dieu, va connaître un destin tragique suite à une succession d'événements qui vont provoquer sa chute. Les enquêteurs sont à ses trousses, ils s'intéressent de très près aux activités de la banque Ambrosiano. Le 17 mars 1981, dans le cadre des investigations sur cette banque, les policiers perquisitionnent le domicile et l'usine de Licio Gelli. Le procureur, Gerardo Colombo, raconte la suite dans le documentaire Le dossier Berlusconi. Nous avons organisé une perquisition sur son lieu de travail et découvert des cartes. C'était le 17 mars 1981 et il s'agissait des cartes des membres de la loge. Nous sommes restés bouche bée devant cette liste de près de 1000 personnes, parmi lesquelles des ministres, des parlementaires, un nombre incroyable d'employés des services de sécurité, des services secrets. La découverte de cette liste va ébranler toute l'Italie. C'est le début de l'affaire Loge P2, une affaire d'État, une affaire hyper sensible. Le 21 mai 81, le président du Conseil, Arnaldo Forlani, rend publique la liste des 953 membres de la Loge P2 inscrits dans le listing retrouvé chez Gelli, qui lui a pris la fuite. L'initiative du gouvernement italien provoque un scandale, car 2 ministres en font partie. Même Arnaldo Forlani, qui n'est pas membre de la loge, est contraint de présenter la démission de son gouvernement le 26 mai. Après toutes ces révélations, un colonel se suicide, 5 directeurs de journaux sont licenciés, une dizaine de banquiers et d'industriels sont mis en retraite anticipée et les chefs des 5 services secrets de la République sont destitués. Une commission d'enquête parlementaire sur la loge P2 est créée. Elle est dirigée par Tina Anselmi, une femme politique démocrate chrétienne. Elle se confie sur la difficulté de mettre fin aux activités de cette loge. Nous sommes convaincus que la P2 est encore vivante, qu'elle bouge, qu'elle agit, qu'elle se défend. Et on peut même dire qu'elle contre-attaque. Donc notre tâche n'est certainement pas terminée. Le 18 juin 82, le banquier Roberto Calvi, membre de la loge P2, est retrouvé pendu sous un pont à Londres, le Blackfriars Bridge, le pont des Frères Noirs. Hasard? Coïncidence? Les membres de la P2 s'appelaient entre eux les Frères Noirs. S'agit-il d'un règlement de compte entre membres de l'organisation? C'est une hypothèse. D'autant plus que la serviette de Calvi qui contenait les documents sensibles a disparu. La victime, elle était notamment impliquée dans la faillite de la banque Ambrosiano. 1,3 milliard $ s'étaient volatilisés. Une grande partie appartenant à la mafia, on ne peut exclure la piste d'une vengeance. Dans Le Parrain 3, qui s'inspire aussi de cette histoire, c'est le clan Corleone qui tue le banquier. Trois mois plus tard, après que Calvi ait été suicidé d'un assassinat, saura-t-on jamais lequel de deux retenir, la police suisse interpelle un homme qui va peut-être pouvoir éclairer cette affaire. Il s'agit tout simplement du vénérable de la P2, Licio Gelli. Le vénérable d'une loge, c'est son chef, élu pour une période déterminée. Gelli est arrêté à Genève alors qu'il s'apprête à retirer des lingots d'or dans un coffre-fort d'une banque suisse. Les juges italiens attendent avec impatience son extradition pour l'interroger. Il a tellement de choses à dire. En témoignent ses chefs d'inculpation, conspiration contre l'État, espionnage politique et militaire, association de malfaiteurs, obtention de documents concernant la sécurité de l'État et participation à banqueroute frauduleuse. Brice Drouel. Coup de théâtre ce matin à Genève. Licio Gelli, le chef de la loge maçonnique P2, a disparu. Licio Gelli devait être extradé prochainement en Italie dans le cadre de l'enquête sur le krach financier du Banco Ambrosiano. Enlèvement ou évasion? C'est la question que se posent les enquêteurs suisses.
En réalité, Licio Gelli est tout simplement sorti par la porte. Oui, la méthode est assez simple, on sympathise avec un gardien, puis on lui promet $1 million pour une aide à l'évasion. Avec de l'argent, c'est opération porte ouverte à la prison de Genève. Après les avoir toutes passées, Licio Gelli se dissimule sous le linge sale dans la camionnette du gardien qui passe la frontière française sans encombre et qui dépose Gelli à l'aérodrome d'Annecy. Son fils l'y attend avec un hélicoptère, direction Monaco. C'est là que les enquêteurs perdent sa trace. L'évasion de Gelli intervient à un moment clé. La justice suisse s'apprêtait justement à accepter son extradition vers l'Italie. Alors, pour les juges italiens, c'est un camouflet. Gelli s'est évaporé. Mais une chose est certaine, il a tenu un rôle dans la stratégie de la tension qui a présidé aux années 70, qu'on a surnommé les années de plomb en Italie. Rappelons que dans ce pays, pendant cette période, 12 690 attentats ont été perpétrés entre 1969 et 1980, causant la mort de 362 personnes. D'un côté, les brigades rouges et les terroristes d'extrême gauche, de l'autre, des groupes d'extrême droite qui auraient notamment bénéficié de la complicité de certains membres de l'appareil d'État. Ces massacres d'État, stragi di Stato, en italien, seraient responsables de la mort de 150 personnes. On retient notamment 4 attentats imputés à l'extrême droite qui ont bouleversé l'Italie. Piazza Fontana, à Milan en 1969, 16 morts. Brescia, en 1974, contre une manifestation antifasciste, 8 morts. La même année, une bombe est placée dans le train Italicus Express, 12 morts. Et surtout, le 2 août 80, c'est le massacre de Bologne. Une bombe explose dans la gare, 85 morts, 200 blessés. L'ombre de la loge P2 plane sur tous ces attentats. Le procureur, Gerardo Colombo, explique comment elle procédait pour couvrir les terroristes. Par exemple, pour ce qui est de l'attentat de la Piazza Fontana à Milan, les magistrats qui enquêtaient souhaitaient interroger un témoin. Eh bien, ce témoin, ils l'ont fait expatrier en lui obtenant un faux passeport auprès des services secrets. Sergio Flamini, membre de la commission d'enquête parlementaire sur la loge P2, explique lui l'objectif visé par les attentats d'extrême droite. La bombe de la Piazza Fontana devait semer la panique, provoquer le chaos, l'objectif étant de faire intervenir l'armée pour que soit déclaré l'état d'urgence. Voilà quel était le programme de la loge P2. Nous avons compris qu'il s'agissait de terroristes d'extrême droite. Tout le monde le sait maintenant. D'importants documents attestent qu'ils ont été les auteurs et les exécuteurs de cette stratégie de la tension. Même chose pour l'attentat de l'Italicus Express en août 1974. On est en plein cœur des années de plomb. Par le terrorisme d'extrême droite, des membres de la loge P2 et son chef, Licio Gelli, voulaient obtenir un État toujours plus autoritaire. Et selon Massimo Teodori, lui aussi membre de la commission d'enquête parlementaire, la loge P2 aurait joué un rôle également dans la mort d'Aldo Moro, le chef de file de la démocratie chrétienne, assassiné par la Brigade Rouge. Nous savons que les derniers services secrets dans 1977 ont été nommés avant l'affaire Moro, tous les 3 responsables, soit des services secrets militaires, soit des services secrets civils, soit de la coordination des services secrets, sont dans la loge P2. Et alors on peut dire que dans l'affaire Moro, les services secrets et les forces d'ordre, c'est-à-dire les carabiniers et la police, ont été complètement inactifs. Nous savons que d'autres gens qui ont fait des enquêtes sur l'affaire Moro, pendant les jours dans lesquels il était dans les mains des Brigades Rouges, sont de la PD. Et nous avons beaucoup des événements,
des histoires dans l'affaire dans laquelle nous retrouvons des gens qui sont P2. Rappelons qu'Aldo Moro était un acteur essentiel du compromis historique entre démocratie chrétienne et PCI, qui à l'époque s'était affranchi de la tutelle de Moscou et constituait le plus grand parti communiste d'Occident. Centristes et communistes étaient prêts à gouverner ensemble. Ce compromis, évidemment, n'est pas du goût de Licio Gelli, le fasciste, toujours introuvable d'ailleurs depuis son évasion de la prison suisse en 1983. Peut-être a-t-il trouvé refuge chez ses nombreux amis sud-américains, continent du fascisme triomphant au pouvoir dans plusieurs pays. En 86, le banquier sulfureux Michele Sindona est empoisonné au cyanure dans une prison italienne. Les assassinats se succèdent chez les anciens membres de la loge P2. C'est peut-être ce qui va pousser Licio Gelli à prendre une décision radicale. Le 21 septembre 1987, il fait une nouvelle fois la une. Coup de théâtre dans l'enquête sur la loge P2, Licio Gelli, le grand patron de l'organisation, s'est constitué prisonnier ce matin à Genève après 4 ans après son évasion. La loge P2, ce qui signifie Propaganda Due, avait provoqué un scandale monstre en Italie. C'était une véritable toile d'araignée, un réseau d'influence dans lequel étaient impliqués ou empêtrés des hommes politiques, des industriels, des généraux et des membres des services secrets. Homme de paille ou cerveau, le grand patron de la loge s'est donc rendu ce matin aux policiers de Genève. Juridiquement, c'est vrai, il risque un peu moins en Suisse qu'en Italie. Ce n'est pas pour soulager sa conscience, encore faudrait-il qu'il en ait une, non. Belphégor, comme on le surnomme, va utiliser une faille juridique. Il sait bien que les juges italiens vont obtenir son extradition. Mais en vertu du droit suisse, ils vont devoir abandonner toutes les poursuites pour crimes d'ordre politique s'ils veulent le récupérer. Autrement dit, Licio Gelli sera bien extradé, mais il sera poursuivi seulement pour des délits financiers. Dans un 3 pièces situé dans l'ancienne Chartreuse de Parme. Une détention VIP pour un homme qui, rappelons-le, détient de nombreux dossiers sur la plupart des hommes politiques du pays. Ceci expliquant cela. Tout au long des années 90, Gelli sera jugé à plusieurs reprises, condamné à de lourdes peines, puis finalement assigné à résidence dans sa villa Vanda à Arezzo, en Toscane. Il faut dire qu'il dispose d'un allié de taille pour lui assurer une retraite paisible et sans ennui, un certain Berlusconi. L'homme de médias, devenu en 1994 président du Conseil, est un ancien de la loge P2, numéro de carte 625. Licio Gelli se souvient d'ailleurs des débuts du Cavaliere au sein de la loge. Quand je l'ai inscrit au sein de ma loge, c'était un élément parfait. En 1975, il était beaucoup plus jeune, donc bien plus malléable. Pour moi, il fait partie des meilleurs. Très estimable de Silvio Berlusconi en souriant. Et pour cause. Lors de l'enquête sur la P2, on a retrouvé dans la valise de la fille vénérable de la loge un document très intéressant intitulé « Plan de renaissance démocratique » qui prévoyait notamment la prise de contrôle de la presse. Très démocratique en effet. Et c'est ainsi qu'à la fin des années 70, la loge P2 a pris le contrôle du Corriere della Sera, acquérant des parts du journal par le biais de la Banque Ambrosiano. Quant aux autres points de ce plan de renaissance dit démocratique, c'est le sénateur Leoluca Orlando qui les expose. Licio Gelli, président de la loge P2, avait un projet de renaissance démocratique, comme il disait. Ce projet prévoyait en substance de mettre tous les pouvoirs entre les mains de l'exécutif, d'interdire toute opposition, de bâillonner la presse et de modifier la Constitution afin de rendre tout cela possible. Aujourd'hui, ce projet est en train de se réaliser sous nos yeux. Lorsque Berlusconi est au pouvoir à Rome et gère en même temps un empire médiatique. Il Cavaliere a en partie seulement, réalisé le plan de renaissance démocratique imaginé par Gelli et s'est imposé comme le véritable héritier de la P2. Et ce Berlusconi, qu'on surnomme parfois Al Tapone, contraction entre Al Capone et Tappo, qui en italien signifie bouchon et s'emploie pour décrire des personnes petites et trapues, est devenu peut-être encore plus habile et puissant que Michele Corleone et Licio Gelli réunis. Le caïman, comme dirait le cinéaste italien Nanni Moretti. Dès qu'il détient sur des gens importants, Licio Gelli est mort, comme prévu,
paisiblement le 15 décembre 2015 à l'âge de 96 ans dans sa villa Wanda en Toscane. Le plus grave dans cette vie lamentable, c'est le préjudice de sa mort. Oui, pour l'histoire et la mémoire italienne. Car Gelli a emporté avec lui de nombreux secrets qui pourraient éclairer les heures et les jours sombres de l'Italie contemporaine, dont les années de plomb, pour cause de comptes non soldés, continuent à peser sur l'âme de ce pays. Parents, j'ai une vieillesse heureuse. Tous les matins, je dialogue avec ma conscience et cela me donne de la sérénité. Je regarde le pays, je lis les journaux et je me dis que tout se passe comme je l'avais prévu il y a 30 ans dans le domaine de la justice, de la télévision, de l'ordre public. Je devrais demander des droits d'auteur. On ne sait toujours pas si Berlusconi lui en a versé. Notre invité Francesco Giorgini, bonjour. Bonjour Fabrice. Journaliste italien correspondant à Paris pour Radio Popolare. Vous avez également effectué une série de reportages sur les années de plomb pour l'émission de France Inter qui s'appelait Là-bas si j'y suis, diffusée à cette même heure entre 15 et 16 heures. Alors, tout d'abord, peut-on vraiment parler de Silvio Berlusconi comme l'héritier de Licio Gelli, parce qu'ils sont quand même différents. Il y a d'un côté l'homme de l'ombre, de l'autre celui de la lumière. Et puis que je sache, malgré tout, l'Italie est restée une démocratie. Malgré tout, comme vous dites, malgré tout. Je pense pas qu'on puisse indiquer, tout le mal que je peux penser de Berlusconi ou que je peux pas penser de Berlusconi ne m'amènera jamais à dire qu'on peut le considérer strictement comme l'héritier de Licio Gelli. Parce que l'Italie de Licio Gelli n'a pas été celle de Silvio Berlusconi, la phase historique était différente, les priorités étaient différentes. En quelque sorte, au moment où le mur de Berlin tombe en 89, les enjeux qui ont animé toute la vie de Licio Gelli, la vie politique et comment dire, conspirative de Licio Gelli, ont tendance à tomber et le monde change de page et Berlusconi s'inscrit plutôt dans la page suivante qui est une page qui est beaucoup moins conditionnée par la guerre froide, beaucoup moins structurée par la guerre froide. Par contre, ce qui est vrai, ce qui peut s'imaginer dans la continuité, c'est que Licio Gelli, disons à la moitié des années 70, mais on y reviendra, mais à la moitié des années 70, il considère que le train du coup d'État militaire est passé. Oui. Notamment au Portugal ça se finit, en Grèce ça se finit, et que donc cette phase-là est aussi parce que Nixon est est obligé à démissionner suite au Watergate. Nixon était vraiment, activement impliqué dans l'anticommunisme en Italie et dans donc tous les projets de la P2. Avec la crise de l'administration Nixon, et là aussi on change de phase. Et Gelli a l'intuition qu'il faut changer de type de pouvoir. Et malgré qu'il continue à manipuler, à travailler, et notamment utiliser, surtout à ce moment-là de la deuxième partie des années 70, à manipuler le terrorisme d'extrême gauche pour ses fins, qui sont notamment d'empêcher le compromis historique, comme vous avez très bien raconté. D'ailleurs, je vous complimente parce que c'était passionnant, palpitant même. Grazie. Et ce n'est pas simple vu la masse des événements. Et il comprend que il faut passer en quelque sorte en soft power. Et il dit, il faut prendre le contrôle des médias, il faut prendre le contrôle de conscience. On fera plus une république autoritaire à la sud-américaine ou comme les colonels en Grèce ou au Portugal, mais on peut faire une dictature de conscience en quelque sorte. Et notamment, il considère que le service public est beaucoup trop édifiant et émancipant. Il sert trop à éduquer les masses et avec une bonne télévision de divertissement qui rend bien obéissant, bien aliéné, bien passive. Voilà, tout ça, ce serait très utile. C'est cité nommément dans le plan Renaissance, l'effet de sortir les citoyens italiens de leur participation trop active à la démocratie.
Alors, par le biais oui, je vous bouscule un peu parce que ça passe vite, on n'a plus qu'un quart d'heure. Donc on va aller vraiment à l'essentiel. Je reviens sur le compromis historique, donc ce projet de gouverner l'Italie avec les communistes qui n'ont rien à voir avec les communistes français de Georges Marchais à l'époque, qui sont pas du tout alignés sur Moscou, et les centristes de la démocratie chrétienne. Est-ce que c'est pas ça le point d'achoppement de tous les événements dits attachés aux années de plomb? Est-ce que c'est pas là l'épine dorsale des malheurs de l'Italie? Absolument, mais cette épine dorsale a une histoire longue et qui commence dans l'après-guerre. C'est-à-dire qu'il faut lire l'histoire de l'Italie de 1945 à 1989, en gros, si on veut. Même, on pourrait lire même Tangentopoli là-dedans, mais dans la guerre froide. L'Italie est un maillon essentiel du dispositif de l'OTAN. Il héberge la plus grosse base navale américaine en Méditerranée, à Naples. Le port de Naples est totalement extraterritorial, c'est-à-dire c'est la marine américaine, la 6e flotte, qui gère directement le port de Naples. L'Italie héberge la plus grande base aérienne de l'Europe du Sud pour l'OTAN, la base di Aviano, qui est notamment servi par exemple pour la Libye dernièrement. L'Italie héberge le plus grand polygone de tir des armes de l'OTAN en Sardaigne. Là aussi, un dixième de la Sardaigne est géré directement par l'OTAN. Et donc l'Italie est vraiment, et en même temps, il héberge le plus puissant parti communiste d'Occident. Et tellement puissant que, par exemple, le secrétaire du parti communiste, Togliatti d'abord, Togliatti et après Enrico Berlinguer. Tout de suite après la guerre, il y a une ville en Union soviétique qui s'appelle Togliattigrad. Togliatti, c'est le seul représentant des partis communistes occidentaux qui siège au comité central du parti communiste. Donc, à la fin de la guerre, le nord de l'Italie s'est libéré tout seul, grâce notamment aux partisans communistes, qui sont en armes et qui pensent que maintenant on va faire la révolution. Suite à la victoire contre les nazis, on va aussi faire la révolution. Togliatti part à Moscou, Staline lui dit non, à Yalta on a décidé que l'Italie restera en Occident, donc tu rentres et tu vas dans le gouvernement d'unité nationale. Donc, il y a toute une histoire qui commence comme ça, des communistes qui espèrent encore faire la révolution, qui seront déçus, d'où aussi la naissance d'un parti qui décidera de reprendre les armes, en quelque sorte, voilà. Et en même temps, le parti communiste s'émancipe à la fin des années 60, début 70 de Moscou, et il invente l'eurocommunisme. Et en disant, on peut être un parti communiste démocrate, dans la démocratie bourgeoise. Ouais. Évidemment, ça c'est l'ère Berlinguer. Voilà, ça c'est l'ère Berlinguer. Et ça va totalement à l'encontre des projets atlantistes disons, la droite de la démocratie chrétienne, Giulio Andreotti notamment, et la P2 notamment, donc tout le bloc, on va dire, atlantiste, mais aussi contre les intérêts de Moscou, qui n'a aucune envie de voir un nouvel modèle de gouvernance social-démocrate et qui romperait l'affrontement Est-Ouest. Des sociaux-traîtres. Voilà. Donc, quelque part, Mino Pecorelli, qui est un journaliste sulfureux qui sera tué et qui est très proche de la P2, qui sera en quelque sorte l'agence de presse de la P2, dit Moro a été tué par Yalta. C'est-à-dire que Moro voulait, en quelque sorte, rompre les équilibres de Yalta, et c'était pas possible, ni d'un côté ni dans l'autre, personne n'était prêt, et donc, en quelque sorte, il a payé, comment dire, une sorte d'audace historique, pas au bon moment. Là, on n'est pas dans la théorie du complot, on est dans le complot réel, pour ces histoires en Italie. Complètement. Alors, on va écouter un extrait, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. On va écouter un extrait du documentaire Licio Gelli, le grand marionnettiste. Un extrait où la présidente de la commission d'enquête parlementaire sur la loge P2, elle s'appelle Tina Anselmi, émet, alors là c'est intéressant, des doutes sur le véritable donneur d'ordre de la P2. Nous pouvons dire que Gelli est certainement un personnage qui a eu un grand rôle dans la P2. Nous sommes cependant nombreux à penser qu'il ne peut pas être le véritable chef de la P2. On a parlé du rôle d'un ministre, notamment. Gelli a eu plusieurs rôles. Il a eu certainement un rôle de relations publiques. Il est très fort dans ce domaine.
Il a eu un rôle dans d'autres domaines aussi. Mais surtout si nous considérons certains rapports avec le monde politique, disons mieux avec les problèmes politiques, avec les problèmes financiers, nous ne croyons pas que les aptitudes et les qualités de Gelli soient suffisantes pour remplir ce rôle. Le attitudini, le qualità di Gelli fossero sufficienti per svolgere questo ruolo. Voilà, je rappelle que c'est la présidente de la commission d'enquête parlementaire sur la loge P2 qui parle, et donc crédible. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qui il y aurait au-dessus de la loge P2? Et la loge P2 deviendrait alors l'instrument de volonté politique supérieure. Alors la loge P2, pendant les reportages qu'on a fait en Italie pour France Inter avec Daniel Mermet, on a rencontré notamment l'ancien président de la République Cossiga, Francesco Cossiga, qui est cité tout à l'heure par Licio Gelli lui-même comme un patriote avec les mêmes ambitions et les mêmes priorités que lui en quelque sorte. Et Cossiga, qui alors était retraité, mais qui, imaginez un peu, il avait une pièce un peu plus grande comme ce studio radio, rempli de matériel radio d'écoute. Rempli, un président de la République à la retraite, un dispositif d'écoute impressionnant, j'ai jamais vu, d'accord. Et Cossiga nous a dit très tranquillement, ces gens-là, qui étaient dans la P2, les colonels, les généraux, les ministres, les banquiers, les emprunts, avaient les mêmes intérêts, et la P2 c'était un lieu de rencontre, un lieu où coordonner ses intérêts, en quelque sorte. Donc, la P2 est sûrement, comment dire, l'agent et le croisement, mais d'intérêts qui sont bien plus structurés, anciens et forts que la P2 en tant que telle. C'est-à-dire que c'est la courroie de transmission de toute la famille politique de droite, réactionnaire, voire fasciste ou néofasciste. Alors, posons les pions. Il y a tous ceux qui sont anticommunistes. Ceux qui sont anticommunistes, c'est l'Église, un bon parti, bien sûr. La mafia, parce qu'ils considèrent que l'entrée du Parti communiste, notamment dans les zones rurales du Sud, est très très mauvais pour elle, parce que l'émancipation, les syndicats, tout ça, ça va pas du tout avec le système mafieux. Et souvenons-nous du massacre de Portella della Ginestra, Salvatore Giuliano qui tire sur un premier mec communiste, Salvatore Giuliano, bandit mafieux, etc. Donc l'Église, la mafia, la CIA, les Américains, l'administration, la partie la plus droitière de l'administration américaine, ces trois éléments-là, et évidemment les forces réactionnaires italiennes, les anciens fascistes, ce groupe en quelque sorte se retrouve a comme instrument commun la P2 di Licio Gelli. Et j'ai remarqué dans votre récit, encore une fois palpitant, vraiment la P2, on peut l'appeler la spectre, pour revenir au cinéma, le fait qu'elle soit citée dans le Parent 3 et que donc elle soit maintenant dans l'imaginaire culturel mondial, voilà, c'est la spectre concrètement et véritablement existante. Alors, on va écouter une deuxième et dernière archive, une interview du journaliste italien Lucio Attinelli, qui parle de tout ce qui se cache derrière le nom de Licio Gelli, et là nous sommes en 1987. Gelli veut dire le lien avec la mafia, Gelli veut dire l'achat des médias, Gelli veut dire l'emprise dans l'industrie de plusieurs pays. Gelli a essayé de faire, mais Gelli n'est pas Gelli. Gelli, vous savez, ce n'est jamais également qu'un marionnettiste. Mais derrière Gelli et avec Gelli, il y a des personnages de tout premier plan mondial, de la politique mondiale. C'est ça qu'il faut savoir. Je pense qu'on a tort de croire que cette affaire va, une fois de plus, embraser l'Italie ou déstabiliser l'Italie. Je pense que cette affaire peut déstabiliser non seulement la France, mais bien d'autres pays du monde, y compris les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il a totalement raison. Gelli a eu des relations à un niveau très haut, un niveau présidentiel avec les dictatures sud-américaines. Gelli avait des contacts avec l'administration Nixon au plus haut niveau, et il les a eu en partie avec la nouvelle administration Reagan. Gelli a été au centre de
comment dire, la guerre froide entre les années 60 et même, comme vous avez raconté, de tout début. À ce propos, pendant les reportages qu'on a fait, on a été aussi bien aidé par Roberto Fabiani, qui était un journaliste de Panorama, qui est le premier journaliste qui en 73, quand moi j'ai 4 ans, raconte qu'est-ce que c'est, cite la P2 et Licio Gelli. Et Roberto Fabiani nous a montré à l'hôtel Excelsior le siège où Gelli recevait en tant que vénérable. Voilà, en tant que vénérable, et nous disait c'était en quelque sorte l'antichambre de la présidence du Conseil, voire le vrai cabinet noir du président du Conseil. Cabinet noir, voilà. Ce sera le mot de la fin, cabinet noir, Francesco Giorgini, parce que c'est l'heure. Hélas. Désolé. Merci. Tout de même. C'est passé très vite. Oui, ça passe vite, surtout quand c'est intéressant. Merci pour tous vos éclairages et vos informations. Au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, la loge P2.